Invité, Francis Patindé, journaliste et spécialiste de l'Afrique, Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, Mustapha Tossa, journaliste à Monte Carlo Doualiya, MCD, et Armelle Charrier, chroniqueuse internationale à France 24. Quant à vous, vous le savez, vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant vos commentaires, vos questions sur les réseaux sociaux, toujours le même hashtag SEMMonde pour Semaine dans le Monde. Alors nous avons beaucoup parlé dans la première partie de la présidentielle malienne. Une autre élection était à la une de l'actualité cette semaine sur le continent africain, au Zimbabwe. L'affiche de la présidentielle est toujours la même. Robert Mugabe au pouvoir depuis 33 ans face à son opposant de toujours, Morgan Tsvangirai. La commission électorale n'a pas encore proclamé les résultats, mais elle a d'ores et déjà affirmé cet après-midi que le parti de Robert Mugabe aurait la majorité des 2/3 à l'Assemblée. Le parti de Tsvangirai, lui, a déjà prévenu qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats du scrutin. Écoutez, un responsable du parti de Mugabe qui est sûr de la victoire du président sortant et la désillusion de Morgan Tsvangirai. The president perhaps between 60 and 70%. So it's a good margin. It's really a crushing defeat for the opposition and a landslide for ZANU-PF. Our conclusion has been that this has been a huge farce. The credibility of this election has been marred by administrative and legal violations which affect the legitimacy of its outcome. Ah, donc une élection déjà bien contestée. Malgré tout, Vincent Hugeux, avant de parler de ces contestations, de ces accusations de fraude, de ce qu'il faut attendre pour ce premier tour de la présidentielle, il y a quand même des aspects positifs qu'il faut souligner dans ce scrutin. Il y a eu une forte participation et il n'y a pas eu de violence. Oui, alors je serais beaucoup plus circonspect que vous. Moi, je trouve qu'une fois de plus, le Zimbabwe nous donne l'exemple d'une mascarade électorale. Vous avez sur 6,5 millions d'électeurs, entre 1 et 2 millions qui sont portés disparus. Vous avez des centenaires morts depuis des lustres qui figurent sur les listes électorales. Vous avez notamment dans les villes qui sont acquises à l'opposition des électeurs zimbabwéens qui n'ont pas été en situation de voter tout simplement parce que leur nom ne figurait pas sur la liste électorale, lesquelles listes électorales ont été dévoilées la veille du scrutin, donc impossible de contester, de vérifier, de s'assurer qu'on a bien la possibilité d'aller dans tel bureau de vote. Donc je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas de violence, évidemment si on fait référence au précédent tragique de 2008, souvenons-nous, on a un Morgan Tsvangirai qui est en tête, 48%. Contre 43 ou 44 à Mugabe, et qui, après des violences systématiques orchestrées par la ZANU-PF, dont on vient de voir l'un des éminents porte-parole, décide de se retirer. On parlera même de lui un temps pour le prix Nobel de la paix, pas pour le prix Nobel du courage politique, mais passons. Et donc il se retire, donc Mugabe l'emporte par défaut, et on a, alors dernier élément pour moi absolument consternant, encore une fois, un festival de veulerie des observateurs, notamment de l'Union africaine et de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, qui nous disent grosso modo, bon, le scrutin a été libre, même très libre, my foot, comme on dit en anglais, mon œil, évidemment non. Et deuxièmement, et puis de toute façon, il n'y a pas eu de violence, c'est la stabilité qui compte. Et sur l'honnêteté du scrutin, on ne va pas se prononcer, parce que vous comprenez, l'honnêteté, c'est quand même quelque chose de très complexe. Tout ça est atterrant. Donc, je veux dire, Tsvangirai est loin d'être exempt de grief. Je ne suis pas certain qu'en cas d'élection pure et parfaite, ce qui n'existe nulle part, il aurait été élu. J'en suis pas sûr du tout, parce que Comrade Bob, comme on l'appelle, le vieux Robert Mugabe, garde dans les ruraux, dans la vieille génération, chez ceux pour qui la lutte contre l'apartheid est l'alpha et l'oméga de toute identité politique au Zimbabwe, dans l'ex-Rhodésie du Sud, il garde une vraie popularité. Mais il n'empêche qu'on est là dans le dévoiement caricatural du processus d'une élection. Donc, voilà. Mustapha Tossa, oui. Et puis moi, ce qui m'a intéressé en préparant un peu cette émission, je me suis un peu penché sur le portrait de Robert Mugabe, j'ai lu un peu quelques articles, et ça m'a frappé son âge, 89 ans, un président africain qui aspire encore à un autre mandat. Et rien que ce fait-là devrait normalement nous décourager, nous rendre pessimistes par rapport à l'expérience zimbabwéenne. Il est vrai que le président Mugabe a bâti toute sa fortune politique dans sa gestion et ses rapports avec les Blancs quand il a proclamé des lois qui ont dépossédé les Blancs dans ses déclarations enflammées à l'égard des Blancs. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit le seul Blanc sérieux avec qui il faut discuter, c'est un Blanc mort. C'est ça, c'est des déclarations
que lui-même a dit. Et donc le fait que pour moi, observateur de ces expériences-là, qu'un homme comme Robert Mugabe, 89 ans, et qui aspire à un mandat supplémentaire, me pousse à espérer que certains pays africains puissent vivre la fièvre du printemps arabe et puissent vivre un peu cette aspiration démocratique, et puis que la rue africaine puisse exprimer cette envie de changement et de démocratie. C'est vraiment c'est une mascarade de vote, et ça ne peut changer que si vraiment il y a une dynamique interne qui s'allume, une étincelle à l'intérieur du peuple zimbabwéen, et qui veut absolument avoir le changement et renouveler son élite et avoir d'autres dirigeants, et oublier ceux qui sont là depuis le siècle dernier. Donc, mascarade électorale, disait Vincent Hugeux, président discrédité, dit Moustapha Tossa, Francis Matinde. Est-ce qu'on pouvait croire à des élections transparentes au Zimbabwe? Moi, je crois que non, et j'approuve tout ce qui a été dit avant moi. En revanche, ce qui me gêne, moi, c'est pas l'âge du capitaine. Parce qu'à la limite, l'âge du capitaine, bon, ça peut être comme le bon vin, ça se bonifie et tout ça. Ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne en Afrique, c'est la durée. Le temps passé par l'ex-capitaine à la tête des États. 33 ans. 33 ans, si on compte depuis l'indépendance. Les 8 ans qu'il a fait comme Premier ministre, parce qu'il a d'abord été Premier ministre avant d'être président de la République. Et je vous donne un exemple. Vous prenez Blaise Compaoré du Burkina Faso. Il n'a que 62 ans, mais il a passé près de 26 ans au pouvoir. Vous avez un autre qui s'appelle Yaya Jammeh en Gambie, mais ce monsieur, il n'a que 48 ans, il a passé près de 20 ans au pouvoir. La durée et le temps passé à la tête des États, c'est là où se situe le scandale, moins que pour l'âge, à la limite, on peut faire avec. Armen Charié, avant ces élections, Robert Mugabe avait dit qu'il quitterait le pouvoir s'il était battu. Visiblement, c'était que des mots? Oui, visiblement oui, effectivement. Donc même si effectivement on peut bonifier le vin avec les années, mais vous savez, le vin, il a une courbe ascendante et il a une courbe aussi où il descend, quelle que soit la qualité du vin. Il tourne au vinaigre. Voilà, après vous l'ouvrez, il s'évapore. Tout dépend des conditions de conservation, oui, c'est vrai. Mais au-delà des constatations politiques, moi ce qui m'a intéressé en regardant effectivement la vie du Zimbabwe, et donc pour les Zimbabwéens, c'est que certes, il y a une confiscation citoyenne, le fait de vouloir appeler à une révolution comme les pays arabes, c'est ça, mais aussi il y a une vie concrète et 33 ans d'un règne qui amène quand même un pays à être aujourd'hui dans un état de pauvreté qui est quand même considérable, parce qu'on se retrouve avec une dette qui est une dette de 10 milliards, on se retrouve avec une régression, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits en 2009, mais dans l'absolu, avec toute la politique qui a été la politique des terres agricoles dont vous parliez entre autres, et qui était de dire qu'il fallait la redistribuer, on a vu une baisse de la productivité du blé qui était quand même assez importante. Maintenant, il y a de nouveau un programme politique qui parle de faire la même chose sur des mines, sur d'autres sociétés, et donc Tsvangirai justement voulait faire autre chose. On se retrouve là dans une difficulté qui est accrue pour le pays. Le FMI demandait à ce qu'il y ait 5% d'inflation. On n'arrivera pas à 3% dans ce pays, donc il y a une difficulté réelle. Inflation stratosphérique par ailleurs. Et puis, vous savez, une des raisons pour lesquelles Mugabe s'accroche de manière pathétique au pouvoir, d'abord il considère sur un registre monarchique qu'il est le patron de ce pays de droit divin jusqu'à son dernier souffle. Et puis il y a son épouse, il ne faut pas oublier. Elle a de 40 ans sa cadette, elle pourrait être sa fille, voire sa petite fille, Grace, surnommée Disgrace. Ouais. La première était très respectée. Disgrace pour notamment ses razzias shopping dans certaines capitales européennes hier, à Singapour aujourd'hui. Il y a aussi l'idée que s'ils perdent le pouvoir, il va falloir rendre des comptes. Et donc ils n'ont aucune envie de rendre des comptes. J'ajoute un élément intéressant pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, c'est que n'oublions pas que le Zimbabwe, voilà 2 ou 3 décennies, c'était le grenier à céréales, le grenier à blé de toute l'Afrique australe. Aujourd'hui, c'est un pays à genoux, exsangue. Il y a une confiscation prébendière de toutes les richesses du pays, et il y en a. On a parlé des terres, mais il y a aussi des richesses minières, etc. Il y a une confiscation par le système ZANU-PF. Et je me souviens de l'époque, en 2008, où on pensait que c'était le crépuscule de Mugabe. Il y avait cet humour zimbabwéen qui avait surnommé la ZANU-PF, la ZANU Poor Finishing, triste fin. Mais c'est une triste fin qui n'en finit pas. Qui dure encore, oui, effectivement. Vous faisiez allusion tout à l'heure, Vincent Hugeux, à l'attitude des observateurs de l'Union africaine, leur chef, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui parle d'un scrutin libre et équitable. Il y a quelques minutes, la SACD, les pays d'Afrique australe, appellent les candidats à respecter le résultat du vote. Pourquoi cette bienveillance, Francis Matinde? Bon, je ne sais pas si c'est une bienveillance, mais généralement les observateurs, moi j'ai été observateur
observateur dans ma vie pour le système des Nations Unies. Je peux vous dire qu'on ne fait pas la révolution. On ne va pas observer pour faire la révolution parce que les consignes dès le départ, c'est de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Bon, généralement, Robert Mugabe est admiré de ses pairs de la SADC, sauf le président du Botswana, qui de temps en temps, mais la plupart l'admirent parce que à cause de son passé de révolutionnaire, celui qui a donné porté l'estocade à l'apartheid au régime de Ian Smith. Donc pour ça, ils lui sont redevables. Voilà. Il y a aussi une séquence à venir qu'il faut surveiller absolument, c'est que maintenant que le camp Mugabe proclame sa victoire, il faut voir comment va être la réaction de ses opposants. Est-ce que le pays ne va pas entamer une séquence violente aussi pour contester ces résultats, pour sonner un petit peu le glas, pour sonner le crépuscule du monarque dont parlait Vincent. Donc le Zimbabwe, même avec une réélection de Mugabe, n'est pas assuré de traverser un lent fleuve tranquille. La tension et l'affrontement est à venir et ce pays-là, qui est déjà économiquement à terre, peut être sur le plan sécuritaire très, très atteint aussi. Vous ne croyez pas au retour des violences? Parce que l'opposition zimbabwéenne est en état de catalepsie. Ils sont absolument écrabouillés par le système Mugabe et l'ampleur de cette victoire, si factice soit-elle. J'ajoute un élément essentiel. Vous avez commencé par là, 2/3 des sièges à l'Assemblée, on en parle moins que la présidentielle, ça veut dire la possibilité de réécrire la Constitution à la sauce Mugabe et de se débarrasser de celle qui avait dû entériner à son corps défendant, et ça veut dire aussi la fin de la cohabitation. Cohabitation imposée après le scrutin avorté de 2008 par la communauté internationale, avec un Tsvangirai Premier ministre. Cohabitation, Premier ministre impuissant, on l'a évoqué tout à l'heure, cohabitation conflictuelle. Là, free ride, il va avoir les mains libres pour nommer un Premier ministre à sa botte et continuer d'être le capitaine du naufrage de son pays. Et effectivement, tout à l'heure, l'un des porte-parole de la ZANU-PF a dit que cette future majorité assez large à l'Assemblée allait permettre de revoir la Constitution. Qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait changer dans cette Constitution? Moi, je pense que Tsvangirai est une bonne affaire pour Mugabe. Il ne va pas s'en débarrasser. Parce que ça fait 3 fois qu'il se fait rouler dans la farine. Chaque fois, bon, il donne du ton. Et puis, on arrive, avec l'aide des chefs d'État dont parlait Vincent tout à l'heure, à le rouler dans la farine. C'est une bonne affaire, il ne va pas s'en débarrasser, il va le garder pour mieux le torturer. Voilà. L'un des facteurs de la complaisance de la communauté régionale, c'est évidemment l'Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, le Zimbabwe est une épine enfoncée dans son flanc. Vous avez des millions de Zimbabwéens qui vivent en Afrique du Sud ou qui aspirent à le faire, avec des émeutes raciales dont on a vu des exemples terrifiants ces dernières années. Donc c'est le culte frénétique de la stabilité à tout prix. On met un gros mouchoir là-dessus et on ne veut pas le savoir. Mais tout de même, Mugabe, il a 89 ans. Donc comment se prépare l'avenir dans le camp de la ZANU-PF? Il y a un avenir sans Mugabe? Non, mais c'est-à-dire que, de toute façon, Mugabe a depuis 33 ans la certitude qu'il poussera son dernier soupir sur le trône. Et la vraie angoisse aujourd'hui des Zimbabwéens, y compris dans son camp, c'est bien sûr l'impréparation de l'après. Car par définition, un monarque de droit divin n'a pas de successeur. Et donc, rien n'est prêt. L'inquiétude qu'on évoquait à l'instant, moi je l'ai plus pour l'après-Mugabe biologique, plus que pour l'après-Mugabe politique. Oui, mais c'est justement, moi, quand je parlais de la séquence à venir, je parlais aussi parce que le Mugabe n'a plus 40 ans ou 50 ans. Il a 90 ans presque. Donc, le monarque est réélu. Et après, qu'est-ce qui va se passer si demain, il passe l'arme à gauche, comment la succession va se faire, son camp qui peut se déchirer? On n'est plus dans la même configuration stable, on a une dizaine d'années devant nous, on est vraiment en rupture avec un avenir proche. Donc moi, je suis assez optimiste, assez pessimiste sur la séquence à venir au Zimbabwe, surtout avec la réélection de Mugabe. Juste dire quand même qu'il a 89 ans, c'est vrai, mais ceux qui le croisent au détour dans les allées des sommets internationaux, c'est l'un des plus dynamiques. Donc moi, je parle physiquement, hein, je m'en tiens là, un peu comme Berlusconi, dont on va parler tout à l'heure. C'est-à-dire l'âge, à mon avis, c'est pas le critère le plus important. Sur son âge, quand on lui pose la question, quel est le secret de votre âge, de votre jeune âge, de votre bonne santé, il dit, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut manger que des légumes et des fruits.
Et puis Grace, sa seconde épouse. Alors, tout ça nous amène assez logiquement au dernier sujet qu'on voulait aborder ce soir, effectivement. L'avenir de Silvio Berlusconi, le Cavaliere qui a été définitivement condamné donc hier pour fraude fiscale. Même s'il échappera, on le sait maintenant, sans aucun doute à la prison, c'est un coup dur pour Silvio Berlusconi qui a réagi hier soir dans un message vidéo. Regardez. In cambio dell'impegno che ho profuso nel corso di quasi 20 anni a favore del mio Paese, giunto ormai al termine della mia vita attiva, ricevo in premio delle accuse e una sentenza fondata sul nulla assoluto che mi toglie addirittura la mia libertà personale e i miei diritti politici. È così che l'Italia riconosce i sacrifici e l'impegno dei suoi cittadini migliori. È questa l'Italia che amiamo. È questa l'Italia che vogliamo. Alors, on est presque ému en écoutant Silvio Berlusconi. Ce n'est pas l'Italie que j'aime. Armelle Charrier, coup dur pour Berlusconi. C'est un peu l'humiliation suprême quand même, non ? Ah bah oui, c'est le Cavaliere, c'est-à-dire l'homme qui ne tombe jamais, le fonceur, celui qui a 20 ans de vie politique dans les pattes et qui s'est engagé, rappelez-vous, hein, il s'est engagé en politique en Italie parce qu'il fallait sauver l'Italie du communisme. Donc c'était plus qu'un engagement politique, c'était presque un sacerdoce. Donc cet homme qui a tout donné effectivement à l'Italie, qui a vu sa vie politique émaillée par les procès, il a un chiffre qu'il aime à citer, il a passé 2600 audiences, il a été présent à 2600 audiences de justice. Donc effectivement, on imagine qu'il a cette habitude-là d'avoir effectivement, de être devant les tribunaux, d'avoir des décisions de justice qui sont ensuite rendues. Il a été condamné plusieurs fois, mais il a toujours esquissé esquivé à chaque fois. Il a eu des accusations de corruption, de prostitution, d'achat de voix électorales, etc. Et il tombe, parce que si un Cavaliere tombe, déjà c'est pas bien, mais alors si en plus on tombe pourquoi ? On tombe pour fraude fiscale, effectivement ça peut déconcerter. Quand j'ai appris hier que Berlusconi a été condamné pour fraude fiscale, je suis désolé, mais j'ai eu cette comparaison, peut-être qu'à tort, je ne devrais pas. Avec Al Capone. Je me suis dit, voilà un homme qui a eu toutes les misères du monde et qui tombe pour fraude fiscale. Tout de suite, cette image-là m'est venue à l'esprit. Bon, maintenant, son avantage, c'est qu'il ne va pas faire la prison, parce que tous les adversaires de Berlusconi, on va arrêter la comparaison là quand même. Souhaitaient qu'il goûte au plaisir intime de la prison, et il va rester chez lui apparemment. Oui, déjà sur les 4 ans prétendument fermes, il y a 3 ans qui tombent pour des questions de prescription. Oui. Et d'amnistie. Ouais. Deuxièmement, sur l'année qui reste, elle pourrait se traduire par une année d'assignation à résidence, donc le scénario qui vient d'être mentionné, ou peut-être des travaux d'intérêt général. Ce qui est quand même fascinant, c'est quelqu'un qui a dirigé le gouvernement italien à plusieurs reprises va enfin peut-être servir à l'intérêt général. Ce serait quand même bouleversant. Pour moi, le Cavaliere, il n'a pas encore vidé les étriers, parce qu'il y a un facteur, au fond, qui nous ramène aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la fascination qu'on peut éprouver pour un Mugabe, héros de la lutte contre l'apartheid, etc., etc. Il y a dans l'électorat italien, un peu comme chez les Français, d'ailleurs, une certaine fascination pour la canaille. C'est-à-dire le type qui d'abord est un tombeur, un type qui défie l'État, l'État pour lequel l'Italien moyen a une considération limitée, etc., etc., qui se bagarre. J'entendais là tout à l'heure des interviews d'Italiens de la rue qui disaient il tient bon contre ces magistrats qui sont évidemment politisés, sont des gauchistes, sont des nihilistes, etc. Donc je veux dire, moi je pense qu'il n'est pas encore temps de jeter sur le cadavre politique de Berlusconi une couronne mortuaire. Francis Patinde, c'est vrai qu'on l'a appelé le caïman pour sa peau dure. Là ça va quand même être un peu dur de rebondir. Merci, moi je ne pense pas qu'il soit fini. Ce monsieur est capable d'attendre encore, il faut qu'il attende 5-6 ans. Ouais. Et en 83 ans, on peut le retrouver à la tête de l'État. Moi, je crois que ce monsieur a une capacité de rebondir. Il est dans toutes les sauces, quoi. Vous savez, en Afrique, on dit le cube magie, là, qu'on met dans toutes les sauces. On n'est pas censé faire de publicité, mais oui. Et justement, Berlusconi, pour moi, c'est cube magie. Il faut aussi voir l'impact de cette affaire-là, de ce jugement-là, sur la formation gouvernementale, parce qu'il y a un gouvernement de crise en Italie, qui est une majorité qui peut tomber à n'importe quel moment. Il y a le spectre de la Grèce qui menace l'Italie, et on ne sait pas. Bon, il y a eu des assurances
assurances qui ont été exprimées, on ne sait pas si vraiment ce jugement n'aura pas un impact aussi négatif sur le gouvernement et sur la manière de gérer la crise de l'Italie dans laquelle elle vit depuis un certain temps. Vous pensez que la coalition italienne, qui est assez fragile, effectivement, peut être menacée par cette condamnation ? Elle est fragile, mais je dirais que sa meilleure assurance vie, c'est précisément sa fragilité. Est-ce que le Parti démocratique, donc partenaire du Parti de la liberté de Berlusconi dans cette coalition, a intérêt à ce qu'elle se fissure? Non. Est-ce que Berlusconi lui-même a intérêt à ce qu'on revienne aux urnes? C'est pas certain. Donc je crois qu'il y a une disjonction en réalité entre le sort personnel et politique de Berlusconi et le devenir de cette coalition qui, à mon sens, n'est pas plus fragile aujourd'hui qu'elle l'était hier. Avant de nous quitter, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, j'aurais aimé qu'on fasse un détour par l'Égypte, parce que la tension monte un petit peu ce soir, hein. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, la police bloque désormais le quartier de Rabat El Adaouia, où se tient le plus grand des sit-ins, hein, des partisans de Mohamed Morsi. Le ministre de l'Intérieur a voulu être rassurant, il a dit qu'il avait donné l'ordre de ne pas les déloger par la force, mais il y a tout de même déjà des gaz lacrymogènes tout à l'heure, et surtout les partisans de Mohamed Morsi appellent à manifester maintenant devant le QG de la garde républicaine. Moustapha Tossa, oui. Est-ce qu'il y a un risque de confrontation violente là ? Vincent, malgré tout à l'heure, tu as fait allusion à un calme apparent sur la situation en Égypte, mais il faut savoir que l'Égypte est en train de vivre une vraie course contre la montre. L'institution militaire qui a fait ce putsch contre Morsi est condamnée à trouver une solution à brève échéance à la rue égyptienne, à trouver une solution politique à la rue égyptienne. Elle a le choix, soit de convaincre la direction des frères musulmans de revenir à la table des négociations et de trouver une solution politique négociée, soit de procéder à la force contre les Rabi' al-Adawiya. Et dans les deux cas, c'est vraiment le nouveau ministre, le nouveau homme fort de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. D'autant plus qu'elle est sous la pression internationale. Maintenant, l'Union européenne, les États-Unis, même certains pays arabes commencent à exercer une pression énorme sur lui. Il faut absolument qu'il trouve une solution. Et les frères musulmans savent très bien que ce nouvel homme fort n'a pas beaucoup de temps et qu'ils vont jouer la pourriture et la course et la montre jusqu'à peut-être le faire tomber lui-même, le pousser à commettre des boucheries, entre guillemets, à tuer des gens et peut-être le pousser à la sortie. Donc, malgré ce calme apparent, il y a une vraie frénésie, une vraie course contre la montre pour trouver une issue politique à la situation égyptienne. On a un peu de mal, effectivement, à voir quelle peut être la sortie de ce bras de fer, de ce face-à-face, en dehors de la violence. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Plusieurs inconnus dans l'équation. L'attitude des États-Unis, commentaire extrêmement singulier, insolite de John Kerry, le patron du département d'État, disant grosso modo que ce putsch, car si les mots ont un sens, c'en est un, avait vocation à sauver, à rétablir la démocratie. Les États-Unis qui envoient d'ailleurs le secrétaire d'État adjoint au Caire, qui arrive ce soir. Et puis deux sénateurs éminents, dont John McCain d'ailleurs, l'ancien rival d'Obama, qui seront la semaine prochaine. N'oublions jamais le milliard d'aide militaire américaine, etc. Il ne faut pas que ce soit à fond perdu. Donc ça, c'est un des éléments de l'équation. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est la stratégie des frères musulmans eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont à une confrontation ouverte dont ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir vainqueurs, car le rapport de force ne le permet pas, ou est-ce qu'ils renouent avec ce qui est leur tradition, un mouvement qui est fondé à la fin des années 20, qui a été à peine toléré, souvent combattu, réprimé, harcelé, persécuté sous les différents raïs égyptiens, et qui a une vraie culture de la clandestinité. Donc est-ce que les frères musulmans veulent continuer d'exister sur l'échiquier politique? Est-ce qu'ils retournent à une période dont la durée est indéterminée, de semi-clandestinité, avec du travail souterrain, du travail social, car n'oublions pas que leur grand échec, mais il est vrai qu'ils héritaient d'un dossier quasiment indéfendable, c'est précisément là où on les attendait le plus, c'est-à-dire le quotidien, le pain, la nourriture, l'eau, l'électricité. Et alors on se quitte sur ces images en direct du Caire où vous voyez effectivement les manifestations des pro-Morsi sont encore très nombreux dans ce quartier qui pourtant est bloqué désormais par la police. C'est donc la fin d'une semaine dans le monde. Merci à tous nos invités qui nous ont accompagnés ce soir, Vincent Hugeux, Francis Patindé, Moustapha Tossa, Armel Charrier, et merci à vous d'avoir suivi une semaine dans le monde. Dans un instant, le journal. Très bonne soirée à tous sur France 24, bien sûr.
Grozny, début 2000. Après 2 guerres menées par Moscou contre les indépendantistes tchétchènes, la ville est un champ de ruines. Aujourd'hui, la capitale tchétchène brille de tous ses feux. Un essor dû aux voisins russes et au potentat local Ramzan Kadyrov. Pourtant, les cicatrices du conflit n'ont pas totalement disparu. Derrière les façades refaites à neuf se cache une misère sociale dont personne ne parle. Billet retour à Grozny, un document inédit à découvrir sur France 24.